avons aujourd'hui comme invité Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Teki, qui doit faire face au club de la presse. Je rappelle que le club de la presse, c'est un cadre qui fédère les journalistes sénégalais basés ici à Paris, dans le cadre de mieux vulgariser l'information circonscrite autour de la diaspora sénégalaise, mais pas que la diaspora sénégalaise. Donc aujourd'hui, comme on a eu à le faire avec Abdoulaye, on a eu à le faire avec Boubacar Kamara, aujourd'hui c'est le tour de Mamadou Lamine Diallo de venir échanger avec nous pour qu'on puisse comprendre son projet, son programme politique qu'il veut vendre aux Sénégalais, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est un honneur aujourd'hui de vous recevoir et d'échanger avec vous. Donc pour qu'il y ait une organisation bien parfaite des échanges, c'est séquencé en deux temps. Le premier thème qu'on va aborder, ce sont des questions d'actualité. Et l'autre thème, ce sera évidemment, voilà, aller au peigne fin, voilà, vérifier votre programme, qu'est-ce que vous avez, point par point, sur le plan social, économique, politique, environnemental. Donc, nous vous remercions de répondre à notre invitation. Donc, je vous passe la parole, vous saluez le public et on entre dans le vif du sujet. Merci. Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup au Club de la presse sénégalaise à Paris de m'avoir invité et d'accepter donc d'échanger avec moi. Je voudrais prendre une minute, avec votre permission, pour remercier évidemment tous ceux qui sont venus assister à cet échange. Ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, mais je voudrais simplement prendre 30 secondes pour parler de mon ami Ben, Aboubakr Benjeloum, et à travers lui, évidemment, rendre hommage à la diaspora sénégalaise. Ben, donc, ça fait peut-être 40 ans ou plus, en tout cas, c'est plus de 40 ans que je le connais. Et il est toujours là debout, défendant ce qu'on appelle les causes justes, à côté donc du peuple sénégalais, des peuples africains. Et c'est un modèle pour la jeune génération, c'est un modèle pour tous ceux qui sont épris de justice, qui se battent pour la démocratie, qui se battent pour l'indépendance. Et quand je le vois actif à côté des jeunes, je suis tout à fait fier de lui et je voulais vraiment profiter de cette occasion pour le féliciter et également lui souhaiter également bonne santé, qu'il puisse continuer ce combat. À travers lui, la diaspora, je crois que peut-être vous allez l'aborder dans les questions d'actualité, mais j'anticipe, elle a été quand même extrêmement active et déterminante dans ce qu'on peut considérer comme une victoire. Lorsque le président Macky Sall a renoncé à se présenter à une candidature qui est illégale d'ailleurs, on sait, mais enfin, et donc à travers vous, donc remercier toute la diaspora, c'est ce que je voulais dire en introduction. Donc je remercie tous les représentants de partis politiques qui sont là, et enfin évidemment remercier aussi Ibrahim Thiam du mouvement Autre Avenir, qui est avec nous normalement dans le CRD. Et enfin, l'équipe de Teki de la France, coordonnée par Sambolei, assistée par Kémon Sissé en particulier, qui ont ménagé aucun effort donc, pour que ceci puisse se faire. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Sambo, vous avez un mot à dire ou... Non, vous pouvez continuer direct, après moi je vais intervenir dans la deuxième partie. Donc, pour l'instant, il y a Chassidou Silla, administrateur d'Info 15, qui est là comme journaliste. Je vous passe... non, je peux vous parler directement, comme ça, c'est la voix qui résonne. Oui. Alors, M. Diallo, bienvenue et merci d'avoir accordé ce moment au Club de la presse sénégalaise en France. Alors, une première question d'actualité, parce que je précise que nous voulons que cette émission se déroule en deux phases. D'abord, on parlera des questions d'actualité et ensuite, on parlera de votre projet de société pour le Sénégal. Alors, première question, le président Macky Sall a récemment
annoncé qu'il ne participerait pas à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que le fait de faire cette annonce est suffisant pour assurer la paix sociale au Sénégal? Je ne sais pas ce que vous appelez paix sociale, parce que la situation sociale au Sénégal est très difficile, en dehors même des événements politiques. Mais si vous voulez parler des événements qui peuvent avoir lieu autour des questions politiques, comme on l'a connu en 2011, si c'est cela votre question, évidemment, je vais pouvoir vous répondre. Nous, on a pensé, dès le début, que Macky Sall n'avait pas droit à une troisième candidature. Je suis vraiment bien placé pour pouvoir le dire, puisque je suis membre fondateur de Benno Siggil Sénégal. Je suis même celui qui a pensé et qu'on devait mettre en place le groupe de contact qui se réunissait tous les mardis chez Amath Dansokho. Il y avait Macky Sall là-bas. Et ensemble, nous avions lutté, mis en place des stratégies contre le troisième mandat de Maître Abdoulaye Wade. Alors, si ce même Macky Sall se met à tergiverser sur cette question-là, c'est quand même inacceptable. Et c'est quand même extrêmement grave, de mon point de vue, sur l'engagement moral et éthique du politique. Je considère que le politique, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas une histoire de tapaler. Quand vous avez la prétention de vouloir diriger un pays, c'est-à-dire de vous occuper des intérêts collectifs de ce pays, des habitants de ce pays, des populations de ce pays et de leur avenir, vous devez avoir, à mon avis, une posture morale et éthique qui est quand même fondamentale. Alors, on a suivi cette affaire-là. Il est clair que les manifestations qu'il y a eu depuis plusieurs années, que cette affaire-là est sur la table. Nous avions monté, après le référendum de 2016, Manko Watou, le Front National de Résistance, j'étais coordonnateur, etc. Et il est clair que si Macky Sall disait qu'il allait être candidat à la présidentielle, c'est sûr que le Sénégal allait basculer dans des troubles politiques qui peuvent évidemment aboutir à un chaos. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a certainement reculé, puisqu'il a évalué la situation. Lui-même, toutes les mesures, toutes les actions qu'il avait prises, c'était pour être candidat. Dans son camp, celui qui dit qu'il n'y a pas droit, il le chasse. Il a pris toutes les mesures pour cela. Le dialogue national même, on pourra y revenir, est également une partie de sa stratégie. Alors, c'est parce qu'à la fin, je crois, il a évalué la situation. Il a évalué également avec ses partenaires, parce que Macky Sall, c'est aussi ses partenaires en France, c'est aussi ses partenaires aux États-Unis, c'est ses partenaires dans le système des Nations Unies. Il a compris qu'il allait faire basculer le Sénégal dans une situation qui peut être chaotique et dangereuse pour tout le monde. À partir de ce moment-là, il a reculé. Et il a reculé. Évidemment, pour nous, c'est un ouf de soulagement. Parce que quoi qu'on dise, aller à la guerre ou aller à la bataille avec des blessés. Moi, j'étais là quand Mamadou Diop a été écrasé par le camion fou. Ce n'est pas des scènes qu'on aimerait revoir encore. Je suis allé récemment d'ailleurs me recueillir sur sa tombe. Éviter cela à la jeunesse sénégalaise. Éviter cela aux femmes sénégalaises, aux jeunes Sénégalais, aux leaders politiques, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et voilà ce que je peux dire, mais en tout état de cause, maintenant, la lutte politique au Sénégal, elle est loin d'être terminée sur la question d'une gouvernance, sur la question même d'avoir une élection présidentielle transparente et juste.
Et donc ces combats-là sont devant nous. Mais ma question, c'est plutôt de savoir, est-ce que, même s'il annonce qu'il ne serait pas candidat, mais en excluant, par exemple, Ousmane Sonko, ou peut-être un autre candidat, est-ce que son annonce aura finalement un effet? En tout cas, l'annonce a un effet. Il faut pas quand même. On est en politique, il faut analyser la situation objective. Si on est dans une guerre, j'aurais dit que Macky Sall fait une guerre en mouvement. Donc, il ne faut pas rester dans votre propre position. Lui, il a bougé. Hein, on l'attendait ici. Qu'il dise qu'il est candidat, et à ce moment-là, on mobilise les forces. Il a esquivé. Donc, il faut analyser la situation de manière concrète et voir ce qu'il faut faire. Mais il y a beaucoup de prisonniers au Sénégal. 800, j'ai appris même récemment. C'est énorme au Sénégal. Ça doit cesser. Pour un rien, je vois Birame Souleye, mon collègue là, il est quand même président du groupe parlementaire. Bon, il a reconnu qu'il a fait un dérapage verbal. Est-ce que c'est une raison pour pouvoir l'amener en prison? Ça, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas comme ça qu'on gère un pays comme le Sénégal. C'est pas comme ça qu'on gère un pays en Afrique de l'Ouest. C'est pas possible. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais ce n'est pas en emprisonnant tout le monde. Pour un rien, on met les gens en prison, les journalistes, etc. Il faut qu'on sorte de ça. Et ça, c'est la gouvernance de Macky Sall. En ce qui concerne Sonko, je suis quand même... Tous les Sénégalais, je pense, ne sont pas d'accord avec ce qu'on lui met sur la tête. Il ne peut pas être indéfiniment dans une situation comme ça. On parle de siège, on parle de je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas possible. Il peut se déplacer, je ne suis même pas sûr qu'il peut manger correctement, etc. Et sur quelle base légale? Aucune base légale. Le ministre de la Justice dit, en matière de troubles à l'ordre public, on peut prendre des mesures administratives de manière infinie. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? C'est pas normal, ce n'est pas juste. Je crois que cette situation qu'il vit n'est pas juste. Moi, je considère qu'il doit participer aux élections. Parce que franchement, cette histoire de Adji Sarr là, bon, finalement, c'est de la rigolade. Mais soyons sérieux. Le juge dit, je vais disqualifier les faits de viol. Ou il y a viol, ou il n'y a pas viol. S'il y a des faits de viol, ça veut dire qu'il y a viol. Comment il peut disqualifier des faits de viol? S'il y a viol, à ce moment-là, on applique la loi. S'il n'y a pas viol, mais on applique la loi, on les libère. Dans tous les cas, s'il n'y a pas viol, parce que c'est ce qu'il a dit, puisqu'il dit que maintenant, en fait, ce n'est pas un viol, c'est une corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse, c'est de l'ordre du correctionnel. Ce n'est pas des chambres criminelles qui doivent juger ça. On parle de la justice sénégalaise. S'il constate qu'il n'y a pas viol, la chambre criminelle n'est plus compétente pour juger de cette affaire-là. À la limite, il peut dire, je renvoie ça dans une autre chambre correctionnelle, et là, les gens vont voir, est-ce qu'il y a corruption de la jeunesse, est-ce que jeunesse c'est 18 ans ou c'est 21 ans, etc. Mais en tout état de cause, en tout cas, notre position, nous pensons qu'il doit participer à l'élection présidentielle. Pour le cas de Khalifa Sall et Karim Wade, comment vous analysez leur participation éventuelle aux élections présidentielles de février 2024? Puisque vous, le plus souvent, les opposants, le plus souvent, ils prêchent la bonne gouvernance et tout ce qui concourt à consolider la démocratie. La justice a rendu ses décisions par rapport à ces deux leaders. Khalifa Sall, il avait été condamné. Karim Wade, il paraît que soit 138 milliards aux Sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui vous plaidez pour que ces candidats-là puissent participer aux élections? Ou bien il faut d'abord qu'ils expliquent aux Sénégalais les tenants et les aboutissants de leur dossier judiciaire? Alors, si nous étions dans une gouvernance vertueuse et sobre, tel que Macky Sall nous avait promis ça en 2012, à partir de ce moment-là, cette gouvernance, ce n'est pas une gouvernance qui va chercher à réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est une gouvernance qui reconnaît la loi et qui permet à la justice
d'appliquer la loi en toute transparence. C'est une gouvernance qui ne va pas mettre certains dossiers sous le coude et ouvrir des fronts sur d'autres dossiers. Et c'est ça le problème. Macky Sall a abandonné, en tout cas théoriquement, en tout cas dans ce qu'il disait, la gouvernance vertueuse et sobre, pour s'engager dans ce que j'appelle moi une gouvernance prédatrice, où il décide de réduire l'opposition à sa plus simple expression, d'utiliser la justice comme instrument de lutte politicienne. Alors, dans ce cadre-là, qu'il faut analyser, en tout cas, nos positions politiques, à nous, Mouvement Tekki. En 2016, lorsque Macky Sall décide de ne plus réduire son mandat de 7 à 5 ans, et qu'il décide de réduire l'opposition à sa plus simple expression, nous avions fait le constat que désormais, celui-là, il est en train de combattre l'opposition sur des bases que lui-même avait acceptées avec nous en 2012. J'étais là, moi je suis un acteur, j'étais là lorsque il nous a promis, Angor Diarama, de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que l'opposition, en tout cas moi j'y ai joué un grand rôle, je ne le cache pas, j'ai tout fait pour que l'opposition puisse se réunir, ou en tout cas les oppositions, pour être plus rigoureux. Puisque les gens s'opposaient à Macky Sall pour diverses raisons, à partir de 2016. Le PDS, Tahaou Sénégal, etc. Voilà. Donc, nous avions dit qu'il faut nous organiser pour pouvoir résister à Macky Sall, parce que celui-là, il veut aller vers la dictature, celui-là, il veut aller vers ce que j'ai appelé l'empire, l'émirat Ghazi. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes organisés. Nous avons donc effectivement mis en place des plateformes que nous avons acceptées, signées, et c'est autour de ces plateformes-là que nous avons conduit toutes ces luttes-là. Et dans ces plateformes, il y avait le fait que, puisqu'il utilise la justice comme instrument politique, il faut, dans nos revendications, que effectivement, que ceux qui sont victimes de cela puissent avoir leurs droits politiques, puissent aller à l'élection présidentielle. C'est de ce point de vue-là, effectivement, que nous avons défendu et que je continue à défendre que ces hommes politiques ont le droit d'aller à l'élection présidentielle de 2024. On l'a fait depuis 2016 au moins. Moi, j'ai coordonné le front, on a fait des manifestations, on a fait beaucoup de choses autour de cela. Malgré qu'ils soient condamnés? Tout à fait. Malgré qu'ils aient été condamnés par la justice. D'accord. C'est clair. Et donc, c'est en toute conscience, je vous ai dit, que nous avons pris ces positions politiques parce qu'on estimait qu'il fallait regrouper toutes les forces pour faire face à la machine de Macky Sall qui voulait nous broyer. C'est pourquoi on a mis en place ces tactiques politiques. Et ce sont des tactiques politiques. Par exemple, en 2017, moi j'ai pris sur moi l'initiative de pouvoir regrouper tout le monde pour aller à l'élection législative, aux élections législatives. Tout le monde. Parce que je me suis dit, ce Macky Sall, si on ne lui prend pas l'Assemblée nationale, il va broyer tout le monde, il va être un dictateur, il veut se faire roi, et donc il nous faut prendre l'Assemblée nationale en 2017. M. Diallo, c'est les contextes qui font les événements politiques. Vous me parlez de 2016, mais actuellement 2017. Voilà, je continue, j'en viens. 2022, j'explique tout ça parce qu'il faut que, ici, que tout le monde comprenne, en tout cas nous, nos choix politiques, tactiques que nous faisons à un moment donné. 2017, on s'est réunis avec tout le monde, PDS, Bokkiskis, Decroix, Djamil, Bezduniak. Il n'y avait qu'à l'époque, je crois, en 2017, Abdoul Mbaye a dit qu'il n'était pas intéressé, et Sonko aussi, je pense, Tahaoutem, etc. Sinon, on avait décidé de regrouper tout le monde, Idriss Seck même était dedans, Gamali Gakou, et puis ça a explosé en plein vol à la veille des élections législatives. Et bon, il y a eu Ouattou au Sénégal d'un côté, dans lequel j'étais, et puis de l'autre côté, il y avait Manko, Tahaou, Idriss Seck, Khalifa Sall et Gakou. 2022, je constate, après les locales, qu'il est encore possible de tenter la même opération. Cette fois-ci, en n'étant plus réaliste, puisqu'en 2017, nous voulions une liste unique
nationales et des listes départementales uniques. Cette fois-ci, nous nous sommes dit, la liste nationale sur laquelle on avait buté, on laisse chaque entité avoir sa liste nationale et les listes législatives, les départementales, on s'organise, on a des listes communes. Et c'est ce qu'on a fait et c'est la raison pour laquelle, en tout cas moi j'ai pensé, et tout le monde était d'accord, qu'on pouvait avoir 92 députés et prendre l'Assemblée nationale à Macky Sall et à partir de ce moment-là, l'empêcher donc d'être candidat, etc. Voilà la situation. Donc le contexte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est le dialogue national. Nous ne sommes pas partie prenante du dialogue national. Non pas que parce que nous ne devons pas dialoguer ou discuter, simplement parce qu'on a constaté que les dialogues de Macky Sall sont des habillages politiques. En fait, ils discutent, ils règlent tout en amont, ou dans la nuit, ou je ne sais pas où, et après, ils vous appellent comme si vous étiez là pour le décor. Non, nous ne sommes pas là pour le décor. Nous, la politique, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Et le premier dialogue, vous le savez, ça a été dit publiquement, c'était fait pour pouvoir libérer Karim Wade, le gracier et le ramener au Qatar. Bon. Le deuxième dialogue, c'était pour repousser les locales, supprimer le parrainage inapplicable au local. Et enfin, coopter Idrissa Seck, Oumar Sarr, etc. Et j'ajoute, faire jouer des rôles aux autres dans l'opposition. Voilà le deuxième dialogue. Donc, le troisième dialogue se présente sous les mêmes auspices, nous n'y sommes pas allés. Parce que ce troisième dialogue-là, c'était pour entériner la troisième candidature de Macky Sall. J'ai même appelé, c'est du Rocky-mi-Rocky. Donc, en échange, que Khalifa Sall reconnaisse la troisième candidature de Macky Sall, que Karim Wade reconnaisse la troisième candidature de Macky Sall, entre autres, parce que ce sont les deux plus importants. Et voilà, essentiellement, c'était ça. Sinon, bon, le parrainage qui est corrompu, qui est impraticable, parce qu'on ne peut pas vérifier les signatures, c'est maintenu, c'est allégé si on veut, mais enfin, le parrainage doit être supprimé. Mais les questions fondamentales, ce sont ces questions-là. À partir de ce moment-là, nous, on ne peut pas renier ce que nous avons défendu pendant des années, ce que nous avons proposé pendant des années, qu'il faut une élection présidentielle inclusive, c'est-à-dire à laquelle Khalifa Sall peut participer, à laquelle Karim Wade peut participer. Maintenant, les modalités, il faut qu'on les regarde de très près. Nous étions contre les amnisties. J'estime qu'on ne peut pas amnistier des faits financiers. Ça, je ne comprends pas ça, c'est pas possible. Les amnisties, c'est lorsqu'il y a des crimes, des choses comme ça, il faut à un moment donné s'arrêter, parce qu'on ne va pas se passer notre vie à nous entretuer. C'est pourquoi on fait les amnisties. On fait la paix, mais pour des affaires financières, je ne vois pas comment on peut amnistier. Je ne vois pas. Et si la loi atterrit à l'Assemblée nationale, autrement dit, est-ce que Mamadou Lamine Diallo, président de qui va voter pour amnistier Khalifa Sall et Karim Wade? Il n'y a pas de loi d'amnistie. S'il y avait des lois d'amnistie, je n'aurais jamais voté ça, c'est clair. Ah non, j'ai dit les amnisties financières, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, ce que je sache. Mais de toutes les façons, à l'issue du dialogue, les principaux protagonistes, ils ont dit qu'à l'Assemblée nationale, il faut que l'Assemblée nationale s'active pour qu'on puisse remettre en selle Khalifa Sall et Karim Wade. Je ne sais pas quelle alchimie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans des prédispositions à pouvoir... Si c'est une alchimie qui viole la Constitution et la loi, si c'est une alchimie qui viole nos principes moraux, moi je ne voterai pas. Ah, ça c'est clair. Ah oui, oui, je ne négocie pas ça. Nous faisons la politique sur la base de principes, avec une doctrine, le responsabilisme. Nous ne sommes pas là pour nous bousculer, arriver au pouvoir, pour partager les ressources publiques. Nous savons où nous allons, nous savons ce que nous voulons pour le Sénégal. On en parlera dans la deuxième partie. Ça c'est exclu. Dans cette affaire-là, je l'ai dit même publiquement, ce qu'il fallait faire, on n'a pas besoin de dialoguer. S'il y a une crise politique au Sénégal qui fait que le Sénégal ne peut pas avancer, ça peut arriver. J'ai même donné l'exemple de Gbagbo, en Côte d'Ivoire. J'étais présent, enfin pas présent, j'étais là, en tout cas, directeur de cabinet de Conaré, on suivait ça de très près. C'est pas la même situation qu'en Côte d'Ivoire quand même, il faut le dire, parce que là-bas, bon, il y a eu des milliers de morts, etc., voilà. On n'en est pas là.
Mais si on estime que politiquement au Sénégal, il faut pacifier, parce que c'est de cela dont il s'agit, mais ce qu'on avait fait en Côte d'Ivoire, Gbagbo, il a pris un décret. Il a pris un décret pour dire que voilà, Alassane Ouattara doit être candidat à la présidentielle. Baka. Et ça, c'était la question de l'ivoirité. Dans le contexte où nous sommes, c'est pas pareil. On a des protagonistes qui ont eu maille avec la justice. Ça, c'est la question de l'ivoirité. Oui, mais il y a un blocage politique. S'il y a un blocage politique au Sénégal, qu'est-ce qui empêche Macky Sall de prendre un décret? Parce que c'est lui qui est à la base de ça. C'est lui qui a établi une liste de 25 personnes à la CRI. D'ailleurs, tout le monde lui a dit, la CRI, fais attention. Parce que nous, on était dans l'opposition. Benno Siggil Sénégal avait son programme. Benno Siggil Sénégal avait même son projet de constitution. Son projet de constitution. On l'a stabilisé. Avec le professeur Abdoulaye Dièye, c'était lui notre constitutionnaliste. On avait tout ça. Macky Sall décide de laisser tomber tout ça, d'aller chercher la CRI, je ne sais où. Moi, je n'ai jamais entendu parler de CRI nulle part dans nos travaux. Mais est-ce qu'il aurait une crédibilité aujourd'hui de prendre un décret pour remettre en scène ces... Bah oui, il a pris c'est lui qui a décidé de choisir un parmi 25 dans la CRI. C'est Karim Wade. La solution, c'est quoi? J'ai dit, Moko Sombi Morena, ne dit le décret, qu'il prenne un décret pour dire qu'il les inscrit sur les listes électorales. Comme compromis politique. C'est préférable que d'aller essayer de modifier les lois électorales sur des bases qui peuvent être problématiques. C'est le moins pire pour vous. Ah oui, parce que la grâce présidentielle, ici on gracie le président, là, il ne sait même pas qui le gracie. On a vu des exemples là. On a gracié quelqu'un là qui était, je pense, dans les histoires de médicaments. Il dit qu'il n'était pas au courant. Quand on sait comment ça se passe, comment on gracie ici au Sénégal, mais c'est du n'importe quoi. Pour parler honnêtement, au lieu de solliciter l'Assemblée nationale, il faut prendre directement... C'est lui qui doit régler le problème, parce que c'est son problème à lui. C'est son problème à lui. L'Assemblée nationale n'a rien à voir dans cette affaire-là. C'est lui qui a décidé de prendre un parmi 25 dans la CRI, c'est-à-dire Karim Wade. Et les autres, il ne les a pas poursuivis. C'est lui qui a décidé de mettre certains dossiers sous son coude et de prendre celui de Khalifa Sall. C'est ça le problème. S'il avait pris tous les dossiers, celui de Alioune Sall, celui de Aly Ngouille Ndiaye, qui veut être président de la République, par exemple, il prend le dossier de je ne sais plus qui, là, il y en a plein chez eux. Là. À partir de ce moment-là, bon, on aurait dit, écoute, c'est une affaire transparente, indépendante, et à ce moment-là, bon, il veut faire une véritable lutte contre la corruption, contre la prévarication des deniers publics, etc. Mais dans le cas d'espèce, où manifestement, c'est des objectifs politiciens ou de manœuvres politiques, c'est ce qui amène la réaction, évidemment, de ceux qui veulent se protéger, qui sont dans l'opposition, et qui, à ce moment-là, évidemment, comme vous le savez, on dit, bon, ce qui est plus important, c'est ça. Et à ce moment-là, on dit, on essaie de faire barrage. Voilà ce qui explique nos positions historiquement. J'ai été long, mais pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde, ce n'est pas parce qu'on a fait ça que demain, celui qui détourne les biens publics fait ce qu'il veut avec, et aussi il devra pouvoir prétendre être maire ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bon, ici, il y a une situation de blocage politique, peut-être, qui peut amener à des chaos, etc. Et à ce moment-là, on est quand même des personnes responsables, on est des personnes qui aiment notre pays, en tout cas en ce qui nous concerne. Nous nous disons, bon, des fois, on fait des compromis pour faire avancer les choses, mais ça ne veut pas dire que sur l'essentiel, sur ce qui est fondamental, à savoir donc la bonne gouvernance, la bonne gouvernance des ressources publiques, la façon dont nos chefs politiques doivent se présenter, qu'on va faire des compromis par rapport à ça, ou des compromissions. Ça, il n'en est pas question. Avant de revenir à votre projet, juste une dernière question. Vous semblez récemment accuser Khalifa Sall d'être à l'origine du rejet de la liste de Yewwi Askan Wi aux élections législatives. Lors d'un entretien qu'il nous a accordé ici même à Paris, Moussa Taï, l'un de ses collaborateurs, vous invite quand même, vous aussi,
à dire pourquoi, à expliquer aux Sénégalais pourquoi vous n'avez pas quitté, ou en tout cas vous n'avez pas divorcé avec les libéraux quand ils ont voté et toujours voté des budgets à l'Assemblée nationale. Bon, je ne vois pas quel est le lien entre les deux. Divorcé, d'abord on n'est pas marié, pour commencer, parce que je n'ai pas accusé Khalifa Sall. Ou en tout cas, dans mon expression, moi je pense lui avoir posé une question. Et j'ai expliqué pourquoi j'avais le droit de lui poser cette question. J'ai expliqué pourquoi la gravité de la situation m'imposait de lui poser cette question à ce moment-là. Tout à l'heure, je suis resté un peu longtemps sur l'intercoalition. L'intercoalition, c'est une alliance tactique. Le mot d'ailleurs est de Ousmane Sonko. C'est lui-même qui a dit ça quand on signait le protocole. C'est une alliance tactique électorale. Alliance tactique électorale, je fais partie des concepteurs dès le départ. Je vous ai dit, depuis 2007, je poursuis cette idée-là avec Teki. Après les élections locales, j'ai contacté des dirigeants de Yévi qui n'y étaient pas favorables. Nous avons continué à expliquer que c'est une perspective pour récupérer l'Assemblée nationale. C'est une perspective pour imposer la cohabitation à Macky Sall. Et à partir de ce moment-là, on allait économiser des luttes, des blessés, des morts, etc. Parce que contrôlant l'Assemblée nationale, on pouvait évidemment prendre les lois, prendre les mesures qui auraient empêché les dérives qu'on a constatées par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Comment? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Vous contrôlez l'Assemblée? On a échoué. On voulait 92 députés. On a fait nos calculs. Ce que Déthié Fall appelle son PDF, là. Bon, je ne sais pas pourquoi il l'appelle comme ça d'ailleurs, mais voilà, c'est un travail collectif qu'on a fait. On a passé des nuits entières. C'est pas son plan, c'est pas le plan de Déthié Fall. Enfin, moi, je ne vais pas le discuter, mais je vous dis... Il revendique la paternité de ce plan. Non, il a tort parce que c'est quelque chose qui est collectif. Quelque chose qui est collectif. Nous avons passé des nuits entières. Et dans la conception de ça, je vous ai dit, ils n'étaient pas d'accord. Y compris au sein de Wallou, certains n'étaient pas d'accord au niveau du PDS. C'est le CRD qui a poussé à ça. Quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, Macky Sall a fait voter une loi pour réduire le nombre de députés, de places sur la liste nationale. Vous vous souvenez? Ils ont diminué de 5 ou 6, je crois, positions sur la liste nationale. Ce jour-là, honorable Aïda Mbodj, super linguère du Wallo, là, était député. Je lui dis, mais écoute, finalement, ça nous arrache. Ce que je vous dis depuis longtemps, là, on aura l'occasion de le faire. On va pouvoir trouver une solution et nous entendre. Sans doute, elle a beaucoup travaillé et donc elle peut revendiquer quelque chose. Elle, elle a poussé pour que les autres acceptent. On a ouvert à partir de ce moment-là, à un moment donné, des négociations pour commencer à mettre en place le dispositif. Voilà. Et après la première réunion, on a confié à Déthié Fall de nous faire la première proposition. Le premier draft. S'il estime que ça lui appartient, bon, moi je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'est pas sur ça que je... Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et ici, César, c'est Aïda Mbodj, c'est Mamadou Lamine Diallo, c'est Habib Sy, après Khalifa Sall, Lamine Thiam, Karim Wade, Abdoul Mbaye, etc. Tout le monde y a mis du sien. On a passé des nuits entières pour arriver à un accord à partir de sa proposition. Boubacar Camara, c'est lui qui a débloqué l'affaire à la dernière minute. Boubacar Camara, il faut le dire.
Tout cela y ont participé. Mais également Ousmane Sonko, parce qu'on était bloqué à cause du principe du Raougadou, qui défendait et qui ne pouvait évidemment pas marcher. C'est après que je leur ai proposé un partage des députés, un rééquilibrage après au niveau global dans les bannières. Et Sonko a accepté, a compris, il a dit on y va. Et c'est comme ça qu'on a pu finaliser et y aller. Et nous étions confiants qu'on allait avoir au minimum 92 députés à l'Assemblée nationale. Waouh! Un beau jour, la liste des titulaires, où il y avait quand même Aïda Mbodj, Ousmane Sonko, Déthié, etc., plonge. Bon, on constate, on est solidaire, on mène les luttes, etc. Vous avez suivi, il y a eu des manifestations. D'ailleurs, dans une de ces manifestations, Abdou Mbaké, le député, a été interpellé puis arrêté, etc. Bon, tout cela s'est passé devant nous. Mais, quand même, Khalifa Sall, président de Yewwi Askan Wi, Mamadou Lamine Diallo, président du comité de pilotage de Wallu, j'ai le droit de lui poser des questions. Au nom de quoi on ne doit pas poser des questions à des leaders politiques au Sénégal, fût-il de l'opposition? Au nom de quoi? Ça commence très bien. Hein? Quand il va avoir l'armée avec lui, la police et la gendarmerie, à ce moment-là, personne ne va respirer. Je lui demande de nous expliquer comment cela a pu se passer. Parce que c'est quand même surprenant et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous, au niveau de Wallu, on a eu un cas similaire. On a eu un cas similaire d'une personne investie qui avait moins de 25 ans. On nous l'a signalé, on l'a changé. Dans les règles, parce que chacun sait faire ça, c'est élémentaire. Tout le monde sait faire ça. L'archevêque de Dakar me disait que ça ne doit pas être compliqué de faire des listes. Il a raison. Voilà la question que je pose à Khalifa Sall. Et je continue à lui poser cette question-là de manière courtoise, mais ferme. Parce que je considère que si on avait eu cette liste, nous serions en tout cas, nous, dans notre schéma, d'aller vers 92 députés. 92 députés, on a la présidente de l'Assemblée nationale et on contrôle le bureau de l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale ne fonctionne sur son fonctionnement est déterminé par le bureau. C'est le bureau qui se réunit et qui enregistre les affaires qu'il veut enregistrer. Et pour continuer le travail, sinon le bureau peut tout bloquer. Rien ne se passe. Donc c'est fondamental de pouvoir contrôler le bureau. On serait majoritaire, on aurait contrôlé le bureau de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, vous pouvez avoir des propositions de loi qui viennent de l'Assemblée nationale, etc. On a raté cette perspective. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, avec ce qui s'est passé, les morts qu'on a eues, l'affaire Ousmane Sonko, il est évident que si on avait contrôlé l'Assemblée nationale, Macky Sall aurait eu une autre position vis-à-vis de la justice. Ce serait la cohabitation, forcément. Parce que s'il prend un Premier ministre qu'on n'accepte pas, ben on vote une motion de censure. Voilà la situation et la gravité. Maintenant, moi je ne réponds pas à taille, parce que je ne vois pas quel est le rapport. Le groupe parlementaire de Liberté, Démocratie et Changement, il a un document, comment on appelle ça, il y a une déclaration du groupe qu'on fait au moment où on forme un groupe parlementaire. On dit ce groupe-là, qui se forme par affinité politique, voilà les points sur lesquels cette affinité politique est fixée. Pas autre chose. Pas autre chose. C'est A, B, C. Et tout cela est très clairement listé. À partir du moment où on ne viole pas ces 3 points, ben voilà, on peut avoir des divergences. Bon, voter le budget de l'Assemblée nationale, mais ici au Sénégal, là, moi, j'étais surpris, beaucoup d'opposants votent le budget. Je ne comprends pas. Ils disent non, 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 moi, par exemple, tel ministère, etc., voilà, etc. Bon, ils considèrent pour beaucoup que le vote du budget n'est pas une expression de position politique. Ce n'est pas mon opinion. J'estime que le budget est un instrument politique pour le président de la République pour appliquer sa politique. Si vous votez le budget, vous devez être d'accord avec la politique du président. In fine, peut-être qu'ils sont d'accord avec la politique du président et qu'en réalité, parce qu'ils ne sont pas associés au pouvoir. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la politique de Macky Sall, je peux vous dire pourquoi, j'ai aucun problème personnel avec lui. Et donc, nous ne pouvons pas voter son budget. Voilà, l'affaire de Mimi Touré, écoute,
Nefatou Touré, qui était notre député, n'avait pas accepté quand on a voulu faire ça à Macky Sall. On n'était pas avec Macky Sall, elle n'a pas voté. Avec l'histoire de Mbaye Ndiaye, de Cissé Lo. Voilà, nous on est dans cette trajectoire-là. Et lorsque l'affaire de Mimi est arrivée, d'ailleurs par surprise, parce qu'on n'était même pas au courant, c'est en réunion de bureau qu'on a découvert que c'était l'affaire de Mimi Touré, il n'y avait aucune concertation, j'ai voté contre. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà la situation. Et nous avons nos principes, nous avançons et nous espérons que les Sénégalais nous comprendront et nous soutiendront. D'accord. Avant d'aborder votre programme, une dernière question. Est-ce que pensez-vous réellement que les Sénégalais se retrouvent dans cette Assemblée nationale en tant que parlementaires? Aujourd'hui? Oui. En tout cas, moi j'ai fait le tour du pays pour faire campagne. Nous avions promis un certain nombre de choses. Par exemple, moi j'avais promis la mise en place de commissions d'enquête parlementaire. Malheureusement, comme je vous dis, le bureau, on est minoritaire. En plus, il y a quelque chose qu'ils imposent qui n'est pas vrai, mais sur lesquels vraiment les groupes parlementaires ne se sont pas suffisamment battus à mes yeux, à savoir qu'ils ont le droit de vote au niveau du bureau. Donc, autrement dit, vous êtes à la périphérie des aspirations des Sénégalais en tant que parlementaire? Moi, je ne suis pas à la périphérie. Moi, je suis au milieu des aspirations. Je me bats, dans le cadre général. Je me bats comme je veux. Mais je sais que ce qu'on avait promis aux populations, la cohabitation, le fait de pouvoir prendre en charge un certain nombre de choses, c'est clair que nous ne sommes pas en mesure de le faire parce qu'on n'a pas la cohabitation, parce qu'on n'a pas le nombre de députés suffisant. Ça, c'est un fait. Et à partir de ce moment-là, les Sénégalais peuvent être déçus. Ils peuvent être déçus. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi voté massivement pour nous, pour que malgré le fait qu'on ait perdu la liste des titulaires de Yewwi, qu'on puisse avoir le nombre de députés souhaités. Mais en tout état de cause, c'est parce que nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée nationale qu'on ne peut pas faire les réformes qu'il faut. Les réformes du règlement intérieur, vous avez vu, moi j'ai constaté que le règlement intérieur qu'on nous a distribué, il était faux. Il était faux et personne ne le conteste. Et c'est quand même inacceptable que les personnes là se permettent de modifier des dispositions du règlement intérieur alors qu'on n'a pas voté. C'est à cause du Sénégal que ça se passe. On s'amuse dans ce pays avec la loi comme si c'était un ballon de football. Même pas un vrai ballon, ça, mais les ballons chaussettes là, que les enfants ont à l'école primaire. C'est comme ça qu'ils considèrent la loi. Alors, la deuxième fois, très rapidement, on le sait bien, votre ambition est de diriger le Sénégal. Sauf si mes souvenirs m'ont pris tout, mais vous avez souvent été député, mais sous la bannière d'une coalition, ce qui rend un peu difficile quand même de mesurer votre poids électoral. Une condition essentielle pour être président de la République. Si on essaie de convoquer le lexique de la boxe, dans quelle catégorie on peut vous situer? Tout dépend, à mon avis, de vos critères. Oui. Si pour vous, le poids lourd, c'est le poids électoral, c'est ce que vous sous-entendez. J'ai répondu aux gens de Benno, il y a 250 partis pour 50% des voix. Donc faites le calcul vous-même. En 2012, nous sommes partis tout seuls, sans coalition, aux élections législatives. La même chose en 2007. Teki naissant en 2007, on assassine notre coordonnateur national Moussa Ndiaye pour nous faire peur, pour nous bloquer. Dans une situation d'extrême agressivité, le mouvement Teki s'est consolidé et s'est développé. En 2017, nous vous avons expliqué ici longuement l'alliance tactique électorale qu'on a eue et ce qui s'est passé à la dernière minute, les divisions. Et l'objectif qui était visé, c'est-à-dire de bloquer Macky Sall. C'est-à-dire si Macky Sall était dans une trajectoire de respecter la démocratie, les lois et les règlements,
avec sa politique économique, sociale, environnementale que je ne partage pas. Nous aurions eu un développement politique radicalement différent. Puisque nous avons choisi, on s'est réunis en congrès pour dire, vous parlez comme Ben me comprendra, que la contradiction principale, c'est contre Macky Sall. Et donc les intérêts de notre parti, les intérêts du mouvement Teki ont été sacrifiés à l'aune de la lutte contre la dictature rampante de Macky Sall. C'est pour ça que nous nous sommes investis dans ces coalitions. Que ce soit Manko, le Front National de Résistance, ce que les alliances tactiques électorales. Et il fallait le faire, puisque en définitive, c'est tout cela qui a conduit aujourd'hui Macky Sall à renoncer à sa troisième candidature, qui aurait pu être chaotique pour le Sénégal. Donc, du point de vue de la politique, de la vraie politique cette fois-ci, qui met en avant les intérêts fondamentaux à long terme du Sénégal, nous estimons que nous y avons contribué et nous sommes un poids lourd. Et il fallait le faire. Il fallait le faire parce qu'il faut éviter au Sénégal des trajectoires qui vont nous conduire dans des trappes ou dans des trous noirs desquels il va être extrêmement difficile de sortir. Maintenant, la présidentielle, c'est une affaire de coalition aujourd'hui, à cause de l'émiettement de la politique. Il y a un émiettement extraordinaire, plus de 300 partis politiques. Combien de mouvements? Chacun est leader, c'est ça le Sénégal aujourd'hui, c'est un constat. Il n'y a pas de débat d'idéologie, il n'y a pas de débat de principe, il n'y a pas de débat politique. J'ai écrit 2010 le responsabilisme, principes et méthodes du responsabilisme. Personne ne m'a critiqué, sauf dans les chaumières, évidemment, c'est trop facile. Aujourd'hui, on le fera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, donc, voilà la vraie question. Et donc, tant qu'il n'y a pas ces débats-là, pour qu'on sache pourquoi on n'est pas d'accord, il va être difficile de rassembler les gens. Ça va être difficile d'avoir de très grandes formations politiques. Parce que dans les faits, il n'y en a pas. Le PS, écoutez, je suis désolé, mais regardez comment lui qui était une formation idéologique, il y a une formation idéologique, le socialisme senghorien, etc. Voilà, bon, le PDS d'une certaine façon d'ailleurs, parce que voilà, mais tout cela aujourd'hui, il n'y a pas ces débats-là. Donc nous sommes dans une situation d'émiettement politique et c'est les coalitions qu'il faut constituer pour aller à la présidentielle et la gagner. Nous pensons que nous pouvons constituer une coalition. Nous, on n'a pas de problème personnel avec Beta, Alpha ou Samba. On parle avec tout le monde. Nous ne sommes pas dans des invectives, ni dans des insultes personnelles, dans les calomnies, parce que ça, ce n'est pas de la politique. On a l'impression que vous avez une relation politique atavique avec le Parti démocratique sénégalais. C'est dû à quoi? Atavique? Non. Comment ça? Non. Mais je suis surpris. Nous, on a combattu le PDS en 2011. Durement d'ailleurs. L'histoire de la troisième candidature d'Abdoulaye Wade, mais c'est moi qui ai soulevé ça au sein de Benno Siggil Sénégal. Mais je parle présentement. Non. Si vous dites relation atavique, c'est-à-dire que c'est une relation... non. Pourtant, quand on voit le landéno politique. Non. Moi, c'est pas à vous de me dire l'acception du mot atavique, d'accord? On se respecte, vous me laissez dérouler. Non, mais bien sûr, les mots en sens changent en contexte. Oui. Je connais bien le mot. Je suis désolé, mais avec humilité, franchement... Non, mais je vous rassure. Je vous rassure, nous avons une relation atavique avec le mouvement Teki. Autrement dit, dans le landéno politique, il y a beaucoup de partis politiques. Mais le plus souvent, on vous a vu, vous avez combattu, c'est une contradiction politique, vous avez combattu le Parti démocratique sénégalais. Et pourtant, récemment, la 14e législature, vous avez, tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a c'est pas une politique tactique, à mon avis, que j'appelle une compromission. Ah, d'accord. Moi, je ne vais pas polémiquer avec vous. Non, juste, c'est dans le cadre d'un échange avec la presse. Nous ne sommes pas compromis, hein, parce qu'on n'a pas abandonné nos principes, on n'est pas assujetti. Dans l'alliance tactique électorale, mais nous y avons contribué. Et pas une moindre contribution. Ah si, le moment n'est pas venu d'écrire l'histoire politique du Sénégal, mais attention. Et pourquoi vous n'avez pas opté le mouvement Teki? Harald, oui.
Le mouvement Teki est dans le CRD que nous avons créé avec d'autres personnalités. Pourquoi on a créé le mouvement, le CRD? Dans le CRD, il n'y a pas le PDS. Hein? Dans le CRD, il y a Abdoul Mbaye, il y a Thierno Alassane, Oui. il y a mon ami Ibrahim Thiam en face de moi. Il y avait le juge d'Em aussi. Il y avait le juge d'Em, Oui. il y avait Tahaoutem, c'est ça, hein, je crois, et puis il y avait le professeur Kitane. On s'est réunis, on s'est dit, l'alternative patriotique citoyenne, ceux qui se réclament de ça doivent pouvoir se réunir, discuter et s'entendre et mener des luttes. Tout à fait. Surtout après le parrainage de 2019. Le parrainage de 2019, ça a été un saccage de la démocratie sénégalaise, puisque c'était un moyen trouvé par Macky Sall de sélectionner ceux qui doivent participer à la présidentielle. Et donc nous nous sommes réunis. Ah, il n'y avait pas le PDS. Si on avait une relation atavique, lui-même il parle de mariage ou je ne sais pas quoi là, mais écoutez... Mais est-ce que vous pouvez revenir sur les contextes qui vous ont poussé à quitter le CRD? Non, non, on n'a pas quitté le CRD. Non, pendant les législatives. Non, le CRD était dedans. Ah non, 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 attendez. Non, peut-être là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, même pour vous les journalistes, mais non, non, non. Dans Wallou, Sénégal. Oui. Wallou. Oui. Aux législatives, vous aviez Yéhu d'un côté, oui. Vous aviez Wallou. Oui. N'est-ce pas? Effectivement. Dans Wallou, c'est le PDS. C'est vrai que c'est le parti le plus fort. Oui. Il y a le CRD. Oui. Il y a le parti de Boubacar Kamara Diengou. Oui. Il y a le parti le mouvement d'Abdou Mbaké, Nekalfi Askadoui. Il y a Alassane Ndoye, les transporteurs. Dedans, je pense qu'il y en a deux autres mouvements qui sont dedans. C'est ça qui constitue Wallou Sénégal. Donc le CRD est dans Wallou Sénégal. Alors, au départ, le CRD, quand on a formé le CRD, à partir de 2019, nous nous sommes dit, il faut qu'on résiste sur le combat dont je vous avais parlé contre la dictature rampante. Il faut qu'on continue à mener ce combat-là. Et on s'est réunis, on a commencé à mener ce combat et on a tout de suite eu l'affaire Petro-Tim, Franck Timis. C'est le premier combat du CRD qui a quand même ébranlé le régime. Et donc, à partir de ce moment-là, le CRD a commencé ses activités. Et puis, à un moment donné, le CRD a proposé qu'on retourne à un grand front de l'opposition. Et avait à ce moment-là décidé que Abdoul Mbaye et Pape Sarr de la Ligue démocrate étaient non plénipotentiaires pour essayer donc de regrouper toute l'opposition. Un peu le travail que moi j'avais fait avant en 2016 et que je n'avais plus envie de faire. De toute façon, le mouvement Teki a dit qu'on ne le faisait plus. Et donc, ils ont entamé des discussions et un peu, moi je passe les détails, mais en fin de compte... Le détail il est important, non? Oui, mais en fin de compte, Yéhu s'est créé. Yéhu s'est créé à Scanui avec le PASTEF, avec Tahaou, ainsi donc les partis là-bas. Et vous avez peut-être suivi les péripéties. À partir de ce moment-là, certains se sont sentis exclus. C'était le PDS, c'était le CRD, c'était Bok Giskis, c'était AGI, etc. C'est ça qui a amené, par la suite, ces exclus-là se sont regroupés, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps encore, pour dire, bon, écoutez, on n'a pas le choix, donc nous allons aux élections locales. Et c'est comme ça qu'on a créé Wallou, pour aller aux élections locales. Donc c'est des circonstances, comme vous dites, qui ont amené effectivement cette alliance électorale au niveau local avec le PDS, entre Teki, le CRD et le PDS. D'accord. Je voulais juste que vous m'expliquiez pourquoi vous n'avez pas un rapport atavique, c'est-à-dire comme sorte héréditaire avec le PDS. Il y a pas de... Je voulais juste savoir le contexte politique. Je vais passer à une autre question par rapport au responsabilisme que vous avez évoqué tout à l'heure. Quelle est la quintessence de ce mot? Ça m'affirme quoi politiquement? Alors, évidemment, c'est un néologisme. C'est-à-dire c'est un mot que nous avons forgé nous-mêmes. Donc pour le comprendre, il faut aller dans la langue wolof. Teki Amdiri. Moi, enfin, je parle français. Mais vous pouvez vous expliquer. Teki Amdiri, c'est ça, quand nous nous sommes
réuni le mouvement Teki, donc avec Moussa Ndiaye, qui est un cadre politique affirmé, un ingénieur statisticien. Et au fil des discussions que nous avions eues, je l'explique un peu dans l'introduction, de l'expérience des luttes politiques en Afrique, mais également des luttes politiques au Sénégal qu'on ne connaissait pas. Au Sénégal, la lutte anticoloniale des Sénégalais ou des marabouts sénégalais ou des marabouts tidjanes d'ailleurs, comme dirait le professeur Iba Der Thiam, c'est des choses qui étaient méconnues par l'intelligentsia sénégalaise. Ce sont donc des choses qui sont apparues, et donc quand on a fait la synthèse de tout ça, et nous nous sommes dit, Sénégal, Koujour dans les Begamounek Kilifa. Kilifa, mom ne ñep di ñaanal sen doom kilifteef kilifa nak moy ku am njëriñ être utile. Et c'est ça la base de notre idéologie politique. Être utile à soi-même, à sa famille, à sa patrie, à son peuple. Voilà ce que nous prenons sur la base d'un partage, du savoir, du pouvoir et de l'avoir. Donc c'est ça le responsabilisme. Et c'est ça, on a trouvé le mot responsabilisme, on l'a forgé pour pouvoir l'exprimer en français. C'est ça que ça veut dire. Mais si vous voulez comprendre ce que c'est que le responsabilisme, c'est être utile. Être utile. Je vois même maintenant d'ailleurs Jacques Attali, je crois, il a écrit un ouvrage là sur l'altérité. Donc les philosophes là pourront, s'ils veulent commenter ça, il dit en fait finalement en fin de compte, est-ce que c'est pas ça qui est important dans la vie en société? En tout cas nous avons découvert ça, nous l'avons codifié puisque c'est écrit, nous pouvons défendre ça philosophiquement, nous pouvons défendre ça également en tant que science morale. Et donc c'est une idéologie produite par les Africains ici en Afrique, au Sénégal en particulier. C'est ça le responsabilisme, avec des principes très clairs qui sont bien expliqués dedans et avec des valeurs, les 5 valeurs, le respect de la femme, je commencerai aujourd'hui par ça, le respect de la loi. C'est important. Une de nos grosses divergences avec Macky Sall, c'est le rapport à la loi. C'est la loi qui fait culture, parce que s'il n'y a pas quelque chose au-dessus de nous que nous tous nous respectons, à ce moment-là, c'est l'arbitraire, et ce sera ou l'anarchie, ou ce sera ou le chaos. Il est extrêmement important, et ça, c'est les jeunes générations doivent le comprendre, que la loi, sa connaissance et son respect, c'est fondamental. Le sens de la dignité. Oui, il faut être digne pour être utile. Il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Il n'y a pas de civilisation de l'universel. Je suis désolé, moi le père Senghor, moi je ne sais pas pourquoi il a écrit ça, mais ce qu'il y a, c'est des cultures. S'il y a une civilisation, c'est celle de l'humain. On point sur tout à partir du langage. C'est des vertus ou c'est des valeurs? C'est des valeurs. Le fait le sens de la dignité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une valeur. La culture gréco-romaine qui domine aujourd'hui le monde, puisque dans un domaine, le domaine le plus important, le bien premier le plus important, en tout cas sur lequel tout le monde est d'accord, la santé, la façon d'enseigner la santé dans le monde, c'est les Grecs, la culture gréco-romaine qui l'a imposée. Partout dans le monde, y compris en Chine, on apprend la médecine de la même façon maintenant dans les facs de médecine. La culture romaine avait 3 principes fondamentaux. Ils avaient le courage militaire, le respect de la loi, évidemment le respect de la propriété privée, parce que c'est eux qui l'ont inventé, en tout cas qui l'ont codifié. Et donc toute culture est basée sur ces valeurs et ces principes. Il y a des cultures fortes, il y en a qui sont moins fortes. Les cultures se battent. Et en Afrique, on en sait quelque chose.
Mais tout cela, c'est dans le cadre d'une civilisation de l'universel. Et donc, il est important que les Africains sachent qu'ils ont des cultures comme tout le monde, qu'ils ont des vécus comme tout le monde, ils ont des langues comme tout le monde. Maintenant, les cultures sont plus ou moins fortes sur des points particuliers. Peut-être qu'il va être peut-être difficile et long de l'expliquer, mais je peux l'expliquer. Sens de la grandeur. Oui, il faut aspirer à la grandeur. Il ne faut pas considérer qu'on est petit indéfiniment. Le monde n'appartient à personne. Il appartient à tout le monde. Mais M. Diallo, pour une je suis dans une quatrième, c'est le quatrième principe, et le dernier principe, qui est fondamental, c'est le courage patriotique. Mais pour une science politique, pour la science politique, oui. Parce que vous êtes un politicien. Non, je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique. D'accord. J'ai écrit une doctrine politique. Je vous le constate. Oui. Vous êtes un homme politique. Absolument. Mais est-ce que c'est valable? Vous savez, tout ce que vous dites là, c'est une abstraction. Est-ce que ça peut s'adapter à participer à l'émergence d'un pays? Parce que le Sénégal, on a vu. Mais c'est la voie. Je vous donne un exemple. Oui. On a vu le président Macky Sall qui a théorisé tout en matière de vertu. Et qu'aujourd'hui, on en est arrivé à là. Le président Macky Sall n'a jamais théorisé quoi que ce soit. Ah mais si, il n'a jamais gouvernance. Non. Sur le papier. Non. Je veux dire. Non. Il n'a jamais théorisé. Mais il faut lui concéder que ça quand même. Il n'a jamais écrit une ligne. Non, quand tu fais une théorie, tu écris. Mais autrement dit, quand je dis il a théorisé, ça veut dire qu'il a eu à expliquer les bonnes pratiques, la gouvernance, à théoriser la bonne gouvernance sur le papier, je dis par exemple à l'oral, et tout ce qui concourt à consolider la démocratie. Mais au bout du bout, on a vu ce qu'il en était. Alors, je vous répondrai, parce que le président Macky Sall, je ne suis pas sûr qu'il fait de la politique sur la base de principes. Nous étions aux assises nationales. Nous avons signé une charte de gouvernance démocratique. D'ailleurs, je précise ici, et je le répète, quelqu'un d'ailleurs me l'a posé la dernière fois, l'idée de la charte de gouvernance démocratique des assises nationales, c'est mon idée. Je suis allé voir Amadou Mokhtar Mbow, le président, pour lui dire, vu la façon dont ça va, il nous faut avoir un document synthétique de nos travaux, lequel document pourra être signé, lu et approuvé par l'Assemblée générale des assises nationales. Il m'a demandé de faire un premier draft et j'ai effectivement présenté un premier draft au président Amadou Mokhtar Mbow. Il y avait le général Mansour Seck, il y avait Mansour Kama, il y avait Penda Mbow, entre autres, Mamadou Lamine Loum. Et ce charte de gouvernance démocratique a été signé par Macky Sall lui-même et sans réserve. Sans réserve. Il a par contre dit oralement qu'il avait des problèmes sur 2 points. Le fait de ne plus être chef de parti, ça il l'a dit. Il a également parlé, il dit moi je ne suis pas pour le régime parlementaire. Le président Mokhtar Mbow lui a dit ce document ne parle pas de régime parlementaire. Le président continue à être élu au suffrage universel. La seule innovation de la charte, c'est de dire que désormais l'Assemblée nationale doit être le lieu d'impulsion de la vie politique de la nation. Voilà. Par la suite, Macky Sall, comme vous l'avez vu, l'histoire des mandats de 7 à 5 ans, il ne l'a pas respecté. Mais en vérité, il est venu signer ça pour pouvoir avoir les voix des assises nationales. Mais il ne croyait pas à ça. La patrie avant le parti. Ils ont annoncé ça, mais à mon avis, ils n'y croyaient pas. Parce que Macky Sall, je ne trahis aucun secret, je l'ai déjà dit. Nous sommes dans les couloirs des assises nationales, enfin, de Benno Siggil Sénégal. On discute comme je discute avec Ben. Il me dit que ce dont on a besoin, c'est une forme de dictature éclairée. À l'époque, vous savez, notre ami Moubarak Lo, un brillant sujet quand même, qui réfléchit beaucoup, quand il développe ces genres de choses sur la base du modèle malaisien, etc. Vous l'avez souvent entendu parler de ça. Qui veut dire qu'à un moment donné, pour impulser le progrès, pour impulser des dynamiques de croissance, de compétitivité, etc., il faut un homme fort qui puisse à la tête des pays. Basé évidemment sur des exemples, le général Park en Corée du Sud, Mahathir en Malaisie, etc. Je lui dis, Macky Sall, ça ne marche pas ici. Vous ne pouvez pas avoir de dictature sur le Khalife général des Mourides. Vous pouvez l'avoir sur moi, mais pas le Khalife général des Mourides.
Et je lui dis, il faut faire très attention. Ce genre de régime, moi je me suis déplacé pour aller étudier ça là-bas. Donc je ne suis pas assis derrière mon bureau. J'ai visité tous ces pays-là en chercheur. Donc quand j'écris, je parle d'autorité. En tout cas, autant que la science me le permet. Je lui dis, vous ne pouvez pas l'appliquer dans nos pays. Parce que le général Park sort d'une guerre qu'il a gagnée. C'est comme Kagame au Rwanda. Auréolé de sa victoire et de la confiance que les populations ont, lui, il dit, voilà, moi je vais conduire la Corée du Sud dans cette direction. Vous là, qui avez gagné de l'argent, là, les milliardaires là, coréens, vous venez avec moi, avec l'État, on va créer des industries, on va créer Daewoo, on va créer Hyundai, on va créer ceci, 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 là. C'est comme ça que l'économie coréenne a été lancée, alors que en 1960, on avait à peu près le même niveau de développement, ou sinon, dans certains domaines, le Sénégal était en avance sur la Corée du Sud. Ce modèle-là, tu ne peux pas l'appliquer comme ça au Sénégal. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, et c'est la raison pour laquelle on a bien vu, d'ailleurs, il a cette tendance-là, il dit c'est le PSE qui s'impose jusqu'en 2035, on ne peut pas réfléchir en dehors du PSE. Tout ça, ce sont ces tendances dictatoriales qui ne sont fondées sur rien du tout, parce que je lui ai dit publiquement, Makita n'a gagné aucune guerre, Makita n'a pas une culture intellectuelle qui ferait qu'aujourd'hui tu t'imposes, et tu n'as pas une légitimité historique. Mais il avait un parcours exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous appelez exceptionnel, il a un parcours dirigé. Autrement dit, c'est-à-dire... Un parcours dirigé, il a été nommé. Il a été nommé. Mais ce n'est pas... C'est pas exceptionnel. Oui, bien sûr. Il faut lui reconnaître ça. Oui, mais il est nommé. Il est nommé directeur général de Petrosen. Oui, mais c'est pas n'importe quel Sénégalais qui a eu ce parcours. Absolument. Il a été nommé ministre de l'énergie, après ministre d'État de l'énergie, puis ministre d'État de l'Intérieur, puis Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc il a fait tout ça. Si vous dites que c'est exceptionnel, c'est possible, que c'est peut-être le seul Sénégalais qui a eu cette trajectoire-là en termes de nomination dans des postes importants de la République, je lui reconnais. Mais ce n'est pas sur la base, de son savoir, de son savoir-faire. C'est sur la base de la confiance que le maître Abdoulaye Wade a eu en lui à un moment donné. C'est ça. Et maître Abdoulaye Wade lui-même m'a dit qu'il fait confiance à l'intelligence des Sénégalais lorsqu'il nomme. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il ne faut pas... Lorsqu'il nomme, je lui dis, il faut vérifier. D'accord. Le temps que vous avez imparti est presque fini, je vais laisser là. Oui, il faut vérifier. Parce que c'est des affaires publiques, quoi. J'avais prévu certaines questions. Allez-y. Liées notamment à l'éducation, mais on va parler un peu d'économie. Non, on parle d'éducation. Voilà, d'accord. On va parler d'abord des questions sur l'économie. Oui. La dette publique explose au Sénégal. On parle d'une dette plus ou moins égale à 76% du PIB. Macky Sall a fait de gros investissements. Il y a certains économistes qui disent que ces investissements ne seraient pas prioritaires. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, si vous étiez élu président de la République, pourriez-vous faire de gros investissements tout en maîtrisant la dette? Alors, moi, je vais vous répondre simplement en 2 mots. Vous savez, la dette sénégalaise, on ne la connaît même pas bien, parce que celle qui est exposée, c'est celle qui est, disons, voulue comme telle par le ministère des Finances. C'est-à-dire, il y a la dette contractée auprès des partenaires financiers, la Banque mondiale, etc., la BOAD. La dette qui vient donc des obligations ou des bons du Trésor sur le marché de l'UMOA, et également les eurobonds. Maintenant, tu as tout ce qui est offre spontanée. Les offres spontanées, vous les avez entendu parler. C'est avec ça qu'on a fait l'université à Amadou Mokhtar Mbow, avec tellement de retard. Avec le centre Abdou Diouf, etc. Il y a beaucoup d'offres spontanées à partir de 50 milliards
Donc un privé peut venir effectivement vouloir exécuter un projet dit présidentiel et ça évidemment entraîne de la dette. D'ailleurs l'affaire qui est sur la table qu'il faut évoquer ici, c'est l'autoroute et ce que j'appelle Ila Tivaouane de 300 milliards entre Dakar et Tivaouane. Ce qui est sur la table, qui me paraît inacceptable, c'est que Fakouri, vous avez dû entendre parler de l'architecte Fakouri, c'est un franco-ivoirien, très connu en Côte d'Ivoire. Eh bien, Fakouri voudrait faire une offre spontanée pour faire la route, l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane. Et ça, c'est incompréhensible. Fakouri, c'est un architecte. Fakouri est plus connu pour faire des buildings. Et aujourd'hui, Fakouri n'est pas du tout connu pour faire une autoroute. Au Sénégal, il y a des entreprises sénégalaises capables de faire des autoroutes. Voilà une affaire qui est sur la table. J'espère que Macky Sall, sachant qu'il va partir dans 7 mois, ne va pas signer un accord avec Fakouri. En tout cas, moi, je vous aurais prévenu. J'ai prévenu Fakouri, puisqu'il il sait ce que je dis. Si nous sommes au pouvoir, ce n'est pas lui qui va faire ça. C'est clair. Alors, il y a également une partie de la dette qu'on appelle les arriérés intérieurs. Avant, on les appelait comme ça. Ils ont décidé de les changer, de les appeler les obligations impayées. Ce sont toutes ces dettes de l'État dues aux entreprises sénégalaises sur place, aux pétroliers, aux transporteurs, aux petites PME, PMI. Moi, j'avais chiffré ça en 1000 milliards, personne ne m'a contredit. Ça fait même beaucoup plus, peut-être. Mais les hôpitaux, les établissements privés, les universités privées, c'est 15 milliards au moins, je pense, ou peut-être 12 milliards. Ils ont prévu de leur donner 2 milliards, là, dans ce budget-là. Jusqu'à présent, ils n'ont pas payé les 2 milliards. 2 ou 5 milliards. Je crois que c'est 2 milliards dans le budget 2023. Tout cela fait partie de la dette. Quand tu arrives au pouvoir, tu vas avoir tout ça devant toi. Maintenant, Macky Sall dit, je me suis endetté pour faire des infrastructures. Ça, c'est cette histoire d'infrastructure. Moi, je suis à l'aise pour en parler. Je l'ai même dit à l'Assemblée nationale, il m'a fait répéter. Idrissa Seck. Idrissa Seck. Parce qu'il aime bien qu'on y rajoute qu'il est le chef de l'opposition. Bon, moi, c'est pas mon chef. C'est pas mon chef. Idrissa Seck a présenté en 2003, je crois, ou 2002, je ne sais plus, 2003, à l'Assemblée nationale, il a fait des PowerPoint, c'était impressionnant, sa fameuse déclaration de politique générale. Mais il a oublié de dire au PDS, à Maître Wade, que la note sur laquelle il s'est basé, c'est moi qui ai écrit ça. Ah bon? Right. Les graphes de convergence, tout ça? Vraiment graphe de convergence. Ça, c'est une présentation après formelle. Dans cette note, je lui ai expliqué, en plusieurs points, mais en tout cas un point fondamental, où j'ai dit le Sénégal, dans l'analyse économique que je présentais, était passé par une période d'ajustement structurel extrêmement longue, datant de 1979 à Mamadou Touré, qui s'est terminée plus ou moins en 1994 avec la dévaluation du franc CFA et puis peut-être la gestion de cette dévaluation par Ousmane Sarko. Donc c'est une longue période où les gouvernements successifs ont fait un ajustement qu'on appelait interne, c'est-à-dire qu'ils voulaient baisser le niveau général des prix. Ce qui est extrêmement difficile. Le plan Sarko-Loum d'ailleurs, c'est une méthode en disant je baisse le salaire. Et tout de suite, ils n'ont pas pu, ils ont reculé. Alors, et je lui dis donc, durant toute cette période-là, il y a un retard évidemment dans les infrastructures. Et c'est là d'où est partie la déviation de Idrissa Seck lui-même, Macky Sall, qui pense que tout est infrastructure. Mais man, je ne leur ai jamais dit ça. Et Ben ne va pas me contredire. Je leur dis, mais regardez ce que les colons, ou en tout cas les Français, ont fait au Sénégal. Pourquoi ils ont fait le chemin de fer? Pourquoi ils ont fait le port? C'est pour évacuer la production arachidière. Ils ont forcé les Sénégalais à abandonner le mil, en tout cas à diminuer la production de mil, remplacer ça par la production arachidière. Et cette production devait être évacuée en France, à Bordeaux,
pour faire des huileries. Donc, c'est l'industrie qui détermine le type d'infrastructure. C'est l'industrie qui détermine le type d'infrastructure. On ne peut pas faire des infrastructures pour des infrastructures. Ils ont mis des chariots en l'air. Enfin, c'était gentil parce que tu les aimes bien. Ils ont fait n'importe quoi. Oui, parce qu'ils étaient au courant que les infrastructures, on les fait quand on a un projet industriel. C'est à ce moment-là que tu mets en place les infrastructures. Donc, on investit dans ces infrastructures parce que ça va servir au projet industriel. Et c'est ça qui est important. Si nous ne comprenons pas ça, il va être extrêmement difficile de nous en sortir avec cet endettement massif. Parce que si vous privilégiez que les infrastructures, vous allez avoir énormément de malfaçons. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'objectif industriel derrière. On fait l'infrastructure, comme dit l'autre, je veux avoir la plus belle gare d'Afrique. Bon, moi, écoute, on ne fait pas de l'économie pour avoir la plus belle gare d'Afrique. À la limite, Ousmane Sow a le droit de dire, je vais faire la plus belle sculpture d'Afrique ou du monde. Parce qu'il est dans les œuvres d'art. Mais dans ce domaine-là, où on utilise des ressources rares, il faut pouvoir les mettre là où elles sont capables de produire le plus d'effets. Et ce changement-là, dans la façon de faire de la politique, en tout cas économique, doit se faire dans ceux qui veulent faire de la politique, ceux qui dirigent des partis ou des mouvements. Il faut qu'on débatte de ça. Parce que vous ne pouvez pas continuer à faire des terres pour des terres, faire des autoroutes à péage pour des autoroutes à péage, sans avoir un projet d'industrialisation derrière ou à la limite d'aménagement du territoire. Vous ne pouvez pas tout mettre à Dakar. 80% de l'économie sénégalaise à Dakar, c'est intenable. C'est intenable, ça va être invivable dans 10 ans. Dakar, c'est tout petit. Vous le voyez, tout le monde va commencer par étouffer à Dakar bientôt. Vous voyez Dakar, l'agglomération de Dakar à 10 millions d'habitants, à 15 millions d'habitants. C'est de notre responsabilité politique de résoudre ce problème-là. Par conséquent, Macky Sall, avec ses 12 000 ou 13 000 milliards qu'il a empruntés, il y a une partie qui est partie dans la corruption massive. Vous pouvez mesurer la corruption par les flux financiers illicites. 250 milliards à 300 milliards de francs CFA, je le répète, quittent le Sénégal par an pour aller dans les paradis fiscaux. Vous avez des éléphants blancs, vous avez la gare maritime de Foundiougne là. Où est-ce qu'on en est? Vous avez le centre Abdou Diouf. Bon, c'est bien, on l'a appelé Abdou Diouf, il fallait appeler quand même, donner quelque chose. Mais il fonctionne comment? Même le stade Abdoulaye Wade, il paraît que c'est mal entretenu là. On a mis quoi, 125 milliards dedans? Et on a emprunté. Qu'est-ce que vous pouvez pointer du doigt de positif sur la gouvernance de Macky Sall? Après avoir fait une radioscopie sombre de ces infrastructures. Quand même, il a fait quelque chose de bien. C'est quoi? Le pont sur la Gambie. Le pont sur la Gambie. Ça, vraiment, nous qui sommes de Casamance, on sait, depuis qu'on est petit, combien on souffre ou comment on souffre quand on va traverser et prendre le bac de Farafenni. Et ça, c'est sûr que c'est un bon investissement. Il est vrai que la CEDEAO lui a donné un coup de pouce. C'est un vieux projet que je connais, sur lequel moi-même j'ai travaillé. On avait un financement de la BAD, etc. C'est Yaya Jammeh qui avait bloqué ça pour une multitude de raisons. Mais là, avec le coup d'État, comme vous avez vu, avec le coup d'État, moi-même à l'époque je coordonnais le Front National de Résistance. Et j'ai fait envoyer un message en disant l'opposition en tout cas ne va pas vous gêner s'il faut faire ce qu'il faut faire en Gambie. Moi-même dans une manifestation publique à la place de l'Obélisque, j'ai clairement dit que Yaya Jammeh devait partir. Le défunt Ibrahim Hossein, ce jour-là, m'a interpellé en me disant tu as une armée pour le faire, est-ce que tu es prêt, etc. Je lui ai dit mais écoute, Yaya, c'est une opportunité, c'est un frein pour la Gambie et le Sénégal. Si on peut aujourd'hui nous débarrasser de Yaya Jammeh, il faut le faire sans état d'âme. Et dans la foulée, et pour le Sénégal, il faut faire le pont sur la Gambie.
puisqu'on avait commencé avec Yaya, on avait discuté, Mohamed Bounjon était même allé là-bas pour faire la première pierre, etc. C'est l'occasion, donc c'est une bonne chose que Macky Sall ait fait le pont sur la Gambie, incontestablement. Voilà, le fait qu'il ait créé une commission mine à l'Assemblée nationale, même formellement, ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que c'est quelque chose dont on a besoin. Bon, il a fait des petites choses à gauche et à droite. Même la paix en Casamance, il faut reconnaître qu'il a fait des progrès. Il a fait faire des progrès en Casamance au niveau de la paix, ça c'est sûr. Maintenant, globalement, il a échoué.